J'ai tué mon patron d'un simple coup de fil, et personne n'a jamais rien su. Ma mère me serinait depuis des mois, arrête de jouer à la secrétaire, ma fille, ça te ronge l'âme. Mais ce jour-là, quand le PDG a rappelé pour ses commandes urgentes, j'ai compris que le jeu ne faisait que commencer et que le mien allait être fatal. Et vous, auriez-vous résisté à la tentation de rendre œil pour œil, quand on vous a tout arraché sous vos yeux? Je m'appelle Élise Moreau, et Paris, cette ville qui promet l'or aux ambitieux, m'a mâché et recraché comme un chewing-gum usé. J'avais 28 ans quand tout a basculé, dans ce quartier du 8e arrondissement où les façades haussmanniennes masquent les abysses des âmes. Mon bureau mon poste d'assistante personnelle était un cagibi vitré au cœur de la tour de verre de la société Lumière Capital, un fonds d'investissement qui gobait les startups comme des huîtres. J'étais la secrétaire de Marc Duval, le directeur des opérations, un homme aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier qui collectionnait les maîtresses comme des montres Patek Philippe. Ma mère, veuve d'un cordonnier du Marais, me harcelait au téléphone tous les dimanches. Élise, arrête ce cirque. Jouer à la secrétaire pour ces requins, c'est comme polir des diamants pour qu'ils les jettent aux chiens. Reviens à la maison, ouvre ta petite librairie comme on en rêvait. Sa voix, rauque de trop de gauloise, portait l'accent du terroir bourguignon, un rappel brutal que j'avais fui les vignes pour ces rues pavées de promesses mensongères. Mais je raccrochais toujours en riant, « Maman, c'est mon billet pour la lune. » La lune? Plutôt un piège à rat doré. Ce matin de septembre, l'air était lourd d'ozone, comme avant un orage qui n'éclate jamais. J'arrivais tôt, mes escarpins claquant sur le marbre du hall. Le vigile, un vieux basque nommé Raoul, me salua d'un clin d'œil complice. Encore une nuit blanche pour le patron, hein. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. Marc m'avait gardé jusqu'à minuit la veille, dictant des emails assassins à des concurrents belges. Élise, vous êtes mon bras armé, murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille, pendant que ses doigts effleuraient accidentellement mon poignet. Je supportais, parce que supporter, c'est ce qu'on apprend quand on grandit sans père et qu'on paie les factures d'une mère arthritique. Le bureau était un sanctuaire de chrome et de cuir, mon coin, un bureau en formica avec un ordinateur ronronnant comme un chat galeux, le sien, un empire de dossiers confidentiels et de bouteilles de whisky single malt. J'allumais la machine, triais les messages. Rien d'inhabituel ou des rappels de rendez-vous, un flirt codé d'une mannequin de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Puis, le téléphone sonna, ce vieux combiné noir qui semblait sorti d'un film de Clouzot. Numéro inconnu, mais le code pays, +33, France métropolitaine. Je décrochai d'une voix professionnelle, celle que j'avais affinée comme un vin de Bordeaux. Allô, assistante de Monsieur Duval? Bonjour, c'est Élise Moreau à l'appareil. En quoi puis-je vous aider? Une pause, puis une voix grave, rocailleuse, comme du gravier sous des pneus. Ici Bertrand Lefebvre, PDG de Lumière Capital. Passez-moi Marc immédiatement. C'est urgent. Mon cœur sauta un battement. Lefebvre? Le grand patron, l'ombre au sommet de la pyramide, celui qu'on ne voit qu'aux assemblées générales, silhouette fugitive en costume 3 pièces. Il ne descendait jamais dans nos abysses. Monsieur Duval est en réunion, mais je peux prendre un message. Non. Dites-lui que c'est pour les commandes. Les commandes urgentes. Il saura. Les commandes. Ce mot résonna en moi comme un gong funèbre. Je connaissais les commandes de Marc, pas des livraisons de papier, mais des ordres pour liquider des portefeuilles, saborder des carrières, des deals noirs passés sous le manteau avec des investisseurs qataris. J'avais tapé assez de notes codées pour savoir que Lumière n'était pas qu'un fonds, c'était un octopus aux tentacules financiers qui étouffait les rêves des autres. Bien sûr, monsieur. Je lui transmets dès qu'il est disponible. Il raccrocha sans un au revoir. Je restai figé, le combiné contre l'oreille, écoutant le vide. Urgent. Comme si le monde allait s'effondrer. Et moi, la petite secrétaire, au centre de l'ouragan. Marc arriva 1 heure plus tard, empestant le café et l'après-rasage. Il balaya la pièce d'un regard possessif. Élise, mon café. Noir, brûlant. Et ses rapports sur la start-up lyonnaise. Je posai la tasse devant lui, glissant le message comme un serpent dans l'herbe. Monsieur Lefebvre a appelé. Pour les commandes urgentes. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde ou une faille dans son armure d'acier. Puis il rit, un aboiement sec. Lefebvre? Ce vieux renard. Dites-lui que je le joins ce soir. Et Élise.
Gardez ça pour vous. Les murs ont des oreilles ici. Je hochai la tête, mais intérieurement, une étincelle s'alluma. Les murs ont des oreilles? Les miens en étaient truffés. Depuis 6 mois, j'enregistrais tout, conversation, email, murmure. Pas par paranoïa, mais par survie. Parce que Marc Duval n'était pas seulement mon patron, il était l'homme qui avait ruiné mon frère. Antoine. Mon petit frère, 25 ans, ingénieur frais et moulu de l'école centrale. Il avait lancé une app de mobilité verte, Vélo Vert, un rêve d'utopie urbaine pour Paris engorgé. Marc l'avait approché comme un ange investisseur, on va vous propulser, gamin. Puis, un audit surprise, des clauses cachées dans le contrat, et pouf aux lumières avait avalé l'entreprise, viré Antoine, et revendu les brevets à un concurrent chinois pour une bouchée de pain. Antoine s'était effondré, dépression, alcool, et un saut du pont des Arts un soir de pluie. J'avais trouvé son corps le lendemain, flottant comme un déchet dans la Seine. Personne n'avait enquêté. Suicide, avait-on dit. Mais j'avais vu les emails, tapés de mes propres doigts, liquider le gosse. Trop idéaliste. Marc, signataire. Je n'avais rien dit. Pas encore. Parce que la vengeance, ce n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre, goutte à goutte, jusqu'à ce que la digue cède. Et ce coup de fil de Lefebvre? C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Le reste de la journée passa en routine, agenda synchronisé, café versé, sourire forcé aux collègues qui me traitaient comme une ombre. À 18h, je quittais le bureau, le sac alourdi par mon téléphone et par le dossier USB que j'appelais justice. Chez moi, un studio exigu près de Bastille, je m'effondrais sur le lit, la tête bourdonnante. Ma mère appela, comme un métronome. « Élise ? Tu as l'air crevé. Arrête ce boulot, je t'en supplie. Viens dîner dimanche, on parlera. » Maman, pas ce soir. J'ai du travail. Du travail? Jouer à la secrétaire pour un salaud, c'est pas du travail, c'est de l'esclavage. Antoine n'aurait pas voulu ça. Antoine. Son nom me transperça comme une lame. Je sais, maman. Bonne nuit. Je raccrochai, les larmes coulant enfin. Pas de pleurs doux, des sanglots rauques, ceux qui vous arrachent la gorge. Puis, je branchai l'USB. Des heures de fichiers audio, des captures d'écran, un puzzle de preuves. Marc avait d'autres victimes, une comptable renvoyée pour incompétence après avoir refusé ses avances, un analyste poussé au burn-out par des deadlines impossibles. Mais Antoine était le mien. Ce soir-là, je composais le numéro de Lefebvre. Pas pour Marc, pour moi. Monsieur, c'est Élise Moreau. Marc m'a demandé de vous rappeler pour les commandes. Une pause, plus lourde que la précédente. Élise? La petite assistante? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les commandes urgentes, monsieur. Celles qui concernent la start-up de mon frère. Et d'autres? Silence. Puis, venez me voir demain, 9h. Bureau du sommet. Et ne parlez à personne. J'accrochai, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Le jeu avait changé. Ma mère avait raison, j'arrêtais de jouer. Mais pas comme elle l'imaginait. Demain, je deviendrai la patronne de mon propre châtiment. Le lendemain, Paris se réveillait sous un soleil timide, filtrant à travers les brumes de la Seine comme une promesse mensongère. Je pris le métro ligne 1, direction Champs-Élysées-Clémenceau, mon tailleur gris perle impeccable, mais sous la jupe, mes jambes tremblaient comme des feuilles d'automne. Le building de lumière s'élevait comme une lame d'acier, 52 étages de pouvoir anonyme. Raoul me fit un signe de tête inquiet, « Tout va bien, mademoiselle Élise ? Vous avez une mine de papier mâché. » Parfait, Raoul. Juste une réunion en haut. En haut. Le 52e étage, royaume des dieux. L'ascenseur, un cercueil de verre, m'emporta dans un silence oppressant. Mes réflexions tourbillonnaient, et si Lefebvre était dans le coup? Et si c'était un piège? Non. Les commandes étaient son jargon pour les deals sales, je l'avais entendu dans les enregistrements. Marc était son chien de chasse, et moi, le ver dans la pomme. La secrétaire de Lefebvre, une blonde sculpturale nommée Chantal, me toisa comme une intruse. Monsieur vous attend. 5 minutes maximum. Son bureau était un océan de minimalisme, bureau en verre fumé, vue panoramique sur les toits de Paris,
un monnaie original accroché au mur ou une copie, qui sait, dans ce monde de faux-semblants. Lefebvre se leva, un colosse de 60 ans aux yeux d'aigle, costume sur mesure qui hurlait « Je possède la ville ». Mademoiselle Moreau. Asseyez-vous. Et expliquez-moi ces fadaises. Je m'assis, dos droit, les mains croisées comme une écolière. Mais intérieurement, j'étais une tempête. Les commandes urgentes, monsieur. Celles que Marc Duval passe pour vous. La liquidation de Vélo Vert, par exemple. L'entreprise de mon frère. Ses sourcils se froncèrent, 2 traits de fusain. Vélo Vert? Une broutille. Pourquoi en parlez-vous? Parce que ce n'était pas une broutille. C'était son rêve. Et Marc l'a tué au pas avec une balle, mais avec un contrat. J'ai les preuves. Email, enregistrement. Tout. Je glissai l'USB sur le bureau, un geste théâtral que j'avais répété dans le miroir. Il le prit, le tourna entre ses doigts comme un caillou suspect. Et vous venez me menacer avec ça? Une assistante qui joue les détectives. Pas menacer. Proposer un marché. Je garde le silence sur vos opérations, en échange de justice pour mon frère. Et pour moi. Une promotion. Ou mieux, un poste à vos côtés. Il éclata de rire, un grondement qui fit vibrer les vitres. Justice? Dans ce business, la justice est un luxe pour les perdants. Mais vous avez du cran, petite. Duval m'avait sous-estimé. Restez. Travaillez pour moi directement. Et cet USB. Disons qu'il disparaît. Je sortis de là avec une carte de visite dorée et un nœud au ventre. Travail pour lui? C'était comme danser avec le diable en espadrille. Mais c'était une porte ouverte. Le soir, chez moi, je décodais les fichiers de l'USB sur mon laptop. Des noms surgissaient, des politiciens corrompus, des start-up pillés, un réseau de blanchiment via des galeries d'art à Montmartre. Lefebvre n'était pas le sommet, il était la racine. Et Marc? Son exécutant zélé, qui signait sans sourciller. Ma mère appela à nouveau, sentant le malaise dans mon silence. Élise? Tu respires à peine. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. Juste. Une promotion. Promotion? Chez ces vampires? Écoute-moi, arrête de jouer à la grande dame. Antoine t'aurait dit la même chose. Antoine. Son fantôme planait, accusateur. Je raccrochais, furieuse contre elle, contre moi. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Au lieu de ça, je fouillais les archives de Lumière, via un accès backdoor que j'avais créé un petit à Capri sur des forums sombres du dark web, quand le deuil m'avait rendu assoiffé de vengeance. Des transferts suspects vers des comptes offshore. Des emails entre Marc et Lefebvre, la gamine Moreau et Clean. Utilise-la pour les notes sensibles. Clean. J'étais leur marionnette, et ils tiraient les fils. Mais maintenant, les fils se tendaient vers eux. Le lendemain, Lefebvre m'appela personnellement. Élise, les commandes urgentes, une fusion avec une banque italienne. Duval gère les détails sales. Vous coordonnez. Et rappelez-vous notre accord. Compris, monsieur. Ma voix était miel, mon esprit, acide. Je contactai Marc, feignant l'effervescence. Patron, le PDG veut les docs pour midi. Tout doit être nickel. Il grogna, stressé. Putain, Élise, vous tombez mal. J'ai une gueule de bois carabiné. Tapez-les vous-même. Avec plaisir. Et pendant que je tapais, j'insérais des erreurs subtiles, un chiffre décalé dans un bilan, une clause ambiguë sur les actifs italiens. Pas assez pour alerter, mais suffisant pour que, lors de l'audit, ça pue le scandale. La vengeance n'est pas un coup de tonnerre, c'est une érosion lente, comme la pluie sur la pierre. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je naviguais entre les deux hommes, assistante zélée pour Marc, confidente naissante pour Lefebvre. Ce dernier m'invitait à des dîners au Plaza Athénée, où il disséquait le monde comme un chirurgien. Vous voyez, Élise, le pouvoir n'est pas dans l'argent, c'est dans le secret. Celui qui s'est tu sans armes. Je hochais la tête, sirotant mon chablis, mais intérieurement, je cataloguais, ses tics, ses faiblesses une femme nommée Isabelle, épouse fantôme, un fils prodigue en cure de désintox à Genève. Marc, lui, sombrait.
Les verreurs dans les docks italiens avaient foiré la fusion, 20 millions d'euros envolés. Lefebvre le convoqua, et je fus aux premières loges, via un micro caché dans son stylo un gadget acheté 200 € sur Amazon. Duval, vous êtes un abruti. Ces chiffres foireux, c'est votre faute. Patron, C'était l'assistante. Elle a dû se planter. Élise? Cette gamine? Non. C'est vous qui merdez depuis des mois. Prenez des vacances. Indéfiniment. Marc hurla, un son primal. Je souris dans l'ombre de mon cagibi. Première fissure. Mais la vraie tempête éclata une semaine plus tard. Ma mère débarqua sans prévenir, valise à la main, les yeux rougis. J'en ai marre, Élise. Je viens vivre avec toi. Et tu démissionnes demain. On s'engueula dans mon studio, vaisselle volant, mots assassins. Tu ne comprends rien. C'est pour Antoine. Pour Antoine? Tu le venges en te prostituant à ses porcs? Il se retournerait dans sa tombe. Elle avait raison, quelque part. Et ça me brisa. Cette nuit, seul sur le balcon donnant sur la place de la Bastille, je pleurais pour de bon. Pas pour Marc ou Lefebvre, pour moi, la fille qui avait cru au mirage de la capitale. Mais les larmes sèchent vite à Paris. Au lever du soleil, j'appelai Lefebvre. Les commandes suivantes, monsieur. Je les gère seul. Il rit. Bien, ma petite. Bienvenue dans le grand jeu. Le grand jeu. Où les pions deviennent reines ou disparaissent. Octobre enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les pas des passants pressés. J'étais désormais l'ombre de Lefebvre, sale spécialiste en coordination sensible. Marc, relégué aux archives, m'envoyait des regards venimeux dans les couloirs, murmurant à qui voulait l'entendre, cette salope à manigancer. Mais personne n'écoutait, le pouvoir attire les mouches, pas les amis. Lefebvre me confiait des missions de plus en plus osées, négocier avec des banquiers libanais dans des salons privés du Fouquet's, falsifier des rapports pour un audit de la Banque de France. Chaque soir, je rentrais chez moi ou chez nous, maintenant, avec ma mère ronchonnant dans le salon et je déversais tout dans mon journal numérique, chiffré comme un coffre-fort. Jour 47, transfert de 5e vers compte panaméen. Lefebvre signe BL, j'efface les traces. Ma mère, adaptant son exil forcé, cuisinait des pot-au-feu qui embaumaient le studio, un antidote à la nausée des secrets. Mange, ma chérie. Et arrête ce cirque. Je vois bien que tu changes. Je ne change pas, maman. Je grandis. Grandir? Tu maigris, tu pâlis. Comme Antoine avant. Son nom flottait comme un reproche. Je la serrais dans mes bras, mais mes pensées étaient ailleurs, sur le plan. La vengeance n'est pas linéaire, c'est un labyrinthe où chaque tournant creuse plus profond dans l'âme. J'avais commencé par Marc isolé, humilié. Maintenant, Lefebvre. Mais pour le briser, il fallait viser le cœur, sa famille, son empire, sa réputation. Je commençai par Isabelle, son épouse. Une bourgeoise discrète, fondatrice d'une association caritative pour les SDF du 16e. Via LinkedIn et des recherches sur les réseaux sociaux, je la contactai anonymement, un email depuis une adresse jetable, avec des extraits audio au Lefebvre en train de rire d'un deal impliquant des fonds détournés d'une ONG. Votre mari n'aide pas les pauvres, il les vole. Pas de réponse immédiate, mais un like sur un post Facebook 2 jours plus tard. La graine était plantée. Puis, le fils, Thibaut. 22 ans, fils prodigue en rémission d'une addiction à l'héroïne, étudiant en art à la Sorbonne. Je l'approchai sous couvert d'une bourse Lumière pour artistes émergents. Rendez-vous dans un café de Saint-Germain-des-Prés, où les intellos sirotent des espressos en disséquant Sartre. Thibaut, votre père admire votre talent. Cette bourse. C'est sa façon de dire qu'il est fier. Il rougit, vulnérable sous sa tignasse ébouriffée. Mon père? Il ne m'a pas appelé depuis 6 mois. Il dit que je suis une honte. Les pères sont compliqués. Mais écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Un dossier mince, avec des photos au Lefebvre en compagnie d'une escorte lors d'un gala à Cannes. Il n'est pas parfait. Mais il vous aime, à sa manière. Les yeux de Thibaut s'embuèrent. Merci. Élise. Vous êtes la première à me traiter comme un adulte. Je sortis de là avec son numéro, et une culpabilité qui me rongeait comme de l'acide. Était-ce de la vengeance,
ou juste de la cruauté? Ma mère, sentant l'orage, me confronta ce soir-là. Qui était ce jeune homme au téléphone? Tu rentres tard, tu mens. Arrête, Élise. C'est pas toi, ça. Et qui suis-je, maman? La fille qui a laissé Antoine crever. Elle pleura, pour la première fois depuis l'enterrement. Non, tu es ma fille. Celle qui lisait Baudelaire à voix haute sous les pommiers. Pas cette. Machine à secret. Ces mots me hantèrent. Mais le lendemain, l'appel vint, Lefebvre, furieux. Élise. Thibault est en crise. Il hurle que je suis un monstre. Qu'avez-vous fait? Rien, monsieur. Peut-être qu'il a besoin de vous. Besoin de moi. Ce gosse est un puissant fond. Gérez ça. Et les commandes pour la banque suisse double sécurité. Je gérai. Un appel à Thibault, feignant l'inquiétude, parlez à votre père. Il regrette. Puis, j'insérai un verre dans le système bancaire, un code qui, activé à distance, effacerait des traces de transferts illégaux. Pas encore, bientôt. Marc, lui, bouillonnait. Il m'accosta dans les toilettes des dames, ironie du sort. Élise, petite pute ambitieuse. Tu crois que je sais pas? Les erreurs dans les docs, c'était toi. Je le fixais, calme comme un lac gelé. Prouvez-le, Marc. Ou fermez-la. Il leva la main, mais la rabaissa. Peur? Ou calcul? Tu vas tomber. Tous, on tombe dans ce milieu. Il avait raison. Mais je tomberais en emportant l'édifice. La fusion suisse approchait, un mastodonte de 200 millions. Lefebvre m'invita à une célébration anticipée chez lui, un hôtel particulier du 7e, avec vue sur l'Invalide. Isabelle était là, froide comme un marbre, Thibault absent, en retraite spirituelle que j'avais suggérée. Le dîner fut un théâtre, couvert en argent, vin de Margot, conversation sur l'art de la finance comme une partie d'échecs. Élise, à vous, trinqua Lefebvre, ses yeux pétillants de vodka. Vous êtes mon atout maître. À la vérité, monsieur. Elle finit toujours par éclater. Il rit, mais Isabelle tiqua. Plus tard, seule avec elle dans le salon, elle murmura, dites-moi la vérité sur ces audios. Bertrand. Il a toujours été comme ça. Oui. Et pire. Je lui tendis une clé USB et une copie. Pour vous. Pas pour détruire, pour guérir. Elle la prit, tremblante. La fissure s'élargissait. Dehors, sous la pluie fine, je hélai un taxi. Mon téléphone vibra, Marc. Rendez-vous. Minuit. Bar du Pont-Neuf. On parle. Piège ou opportunité? Je souris dans la nuit. Le labyrinthe se resserrait. Le bar du Pont-Neuf était un repère de l'ombre, niché sous les arches du vieux pont, où les touristes s'aventurent rarement après la tombée de la nuit. L'air puait le vin aigre et les regrets, éclairé par des néons vacillants qui dansaient sur la Seine noire. J'arrivai à minuit pile, manteau serré contre le froid mordant, mon cœur un tambour de guerre. Marc était déjà là, accoudé au comptoir, un whisky à la main, les yeux injectés de sang comme un taureau enragé. Élise. Assieds-toi. On boit. Non. Parle. Il ricana, un son qui grattait comme du papier de verre. Direct, hein? T'as appris vite. Écoute, je sais pour l'USB. Pour Lefebvre. T'es en train de jouer avec le feu, gamine. Il te bouffera, comme il a bouffé ton frangin. Mon sang se glaça. Tu sais pour Antoine? Évidemment. C'était moi qui ai signé l'ordre. Une start-up foireuse, des brevets bidons. Il a pas su négocier. Dur, mais c'est le jeu. Le jeu. Ce mot me revint comme un boomerang. Le jeu où on enterre les gens? Il haussa les épaules, avalant une gorgée. T'es pas innocente. T'as tapé les contrats. T'as vu les chiffres. Pourquoi t'as rien dit? Parce que j'attendais. Parce que la douleur forge l'acier. Pour ça. Je posai mon téléphone sur le bar, appuyé sur play. Sa voix emplit l'espace, un enregistrement d'il y a 3 mois, lui vantant à un collègue comment il avait cramé le petit ingénieur. Les clients du bar se turent, mal à l'aise. Marc pâlit, attrapa l'appareil. Salope.
Tu m'enregistres? Oui. Et j'en ai plus. Sur toi, sur Lefebvre. Sur tout Lumière. Il se leva d'un bond, renversant son verre. Tu veux quoi? De l'argent? Une recommandation? Justice. Pour Antoine. Et pour toutes les autres ombres que vous avez piétinées. Il s'effondra sur un tabouret, vieilli de 10 ans en 1 minute. Écoute. Je peux t'aider. Contre Lefebvre. Il me jette, moi aussi. On s'allie. On le fait tomber ensemble. Une alliance? Avec le bourreau de mon frère? Mon esprit hurla non, mais ma raison calcula, diviser pour régner. Preuve. Apporte-moi des preuves sur lui. Demain. Il hocha la tête, brisé. Je sortis dans la nuit, l'air vif me fouettant le visage. Était-ce une trêve, ou un nouveau piège? Chez moi, ma mère veillait, une tisane fumante à la main. Où étais-tu? Minuit passé. Travaille, maman. Travaille mon cul. T'es en train de te noyer, Élise. Appelle un psy, ou un prêtre, n'importe quoi. Je m'agenouillai, la tête sur ses genoux, comme enfant. J'ai peur, maman. Peur de ce que je deviens. Elle caressa mes cheveux, sa voix un baume. La vengeance, c'est un poison. Antoine voulait changer le monde, pas le brûler. Ces mots s'enfoncèrent comme des épines. Le lendemain, Marc m'envoya un dossier par mail anonyme, des relevés bancaires, des contrats truqués impliquant Lefebvre dans un scandale d'évasion fiscale avec des oligarques russes. Assez pour un article dans Le Monde, ou une perquisition de Tracfin. Mais avant d'agir, Lefebvre frappa. Il m'appela à l'aube, voix suave comme du velours empoisonné. Élise, petite crise familiale. Isabelle a des idées folles. Des divorces, des avocats. Vous lui avez parlé, n'est-ce pas? Non, monsieur. Peut-être qu'elle en a juste marre. Marre? Des femmes comme elle ne m'arrend pas, elle calcule. Comme vous. Mais attention, je protège les miens. Menace voilée. Je raccrochai, le ventre noué. Thibaut m'envoya un texto, merci pour la bourse. Et pour les photos. J'ai confronté papa. Il nie, mais je sais. Le chaos s'amplifiait. À Lumière, les rumeurs couraient, audits internes, démissions en cascade. Marc avait été mis à pied officiellement. Il m'appela, ce soir. Mon appart, Belleville. On finalise. Belleville, quartier bohème au graffiti criard, loin des tours lisses. Son appartement était un capharnaüm, bouteille vide, photo jaunie d'une vie d'avant. Il m'accueillit avec un sourire tordu. Voilà le dossier complet. Et je suis désolé pour ton frère. Vraiment. J'étais sous pression. Désolé? Trop tard. Mais j'écoutais, feignant l'empathie. Puis, comme il se penchait pour verser du vin, je vis l'arme, un revolver ancien sur l'étagère, relique de famille. Marc, si on fait ça, pas de retour en arrière. Pas de retour. Il leva son verre. Mais ses yeux trahissaient, peur, calcul. Je partis avec le dossier, mais pas avant d'avoir glissé un mouchard dans son ordinateur, un traceur pour suivre ses mouvements. De retour chez moi, ma mère avait fouillé mon sac. C'est quoi, ça? Des emails sur des fraudes? Élise, tu vas en prison. Non, maman. Je vais les faire payer. On hurla à nouveau, porte claquant. Elle fit sa valise, je rentre en Bourgogne. Seul. Réfléchis, ou tu perds tout. Seul. Le mot résonna. Mais le plan avançait, j'envoyai une copie anonyme du dossier à un journaliste du Canard enchaîné, avec un teaser, le fond qui saigne la France. 48 heures plus tard, l'article sortit, Lumière Capital, l'empire des ombres fiscales. Bourse en chute, actionnaires en panique. Lefebvre convoqua une crise, Élise. Qui a fait ça? Je ne sais pas, monsieur. Mais on va s'en sortir. Il me fixa, soupçonnant. Espérons. Sinon, on tombe tous. Oui. Tous. Novembre s'abattit sur Paris comme une chape de plomb, les premières neiges saupoudrant les Champs-Élysées d'un faux manteau de pureté. Lumière vacillait, cours de bourse en dégringolade,
procureur en alerte, paparazzi campant devant le building comme des vautours. Lefebvre, autrefois intouchable, errait dans les couloirs comme un fantôme, son costume froissé, ses yeux cernés de nuit blanche. « Élise, vous êtes ma bouée » me confia-t-il un matin, dans l'ascenseur désert. « Trouvez la taupe. Où on coule. » Je hochai la tête, la traîtresse masquée. Intérieurement, je jubilais à un triomphe amer, teinté de nausée. La vengeance, on le dit dans les romans, est un plat qui se mange froid, mais elle brûle les tripes comme de la braise. Marc avait disparu. Son appartement à Belleville, vide, meubles retournés, un mot griffonné sur le frigo, désolé. Trop tard. Suicide? Fuite? J'appelais les hôpitaux, les morgues rien. Mais son traceur indiquait des mouvements erratiques, un hôtel miteux près de la gare du Nord, puis un train pour Lyon. Il fuyait, ou préparait un contre-coup. Ma mère, partie depuis une semaine, m'envoyait des SMS laconiques, appels. Je t'aime malgré tout. Malgré tout. Ces mots me hantaient, un rappel que j'avais sacrifié l'amour pour la rage. Seul dans mon studio, je revivais les nuits avec Antoine, nos dîners improvisés, ces rêves fous de vélo solaire sillonnant Paris. Élise, on va verdir la ville. Ensemble. Ensemble. Plus maintenant. Pour consolider le chaos, j'activais le verre bancaire, un effacement partiel de log, pointant vers Lefebvre personnellement. Alerte immédiate, traque-fin perquisitionna les bureaux à l'aube, scellant les serveurs, emmenant des cadres en garde à vue. Lefebvre, arrêté en direct à la radio, hurla « C'est une cabale. » Mes ennemis. Ses ennemis? Nous. Moi. Isabelle déposa plainte pour fraude conjugale, citant les audios que je lui avais fournis. Thibault, en interview au Figaro, lâcha « Mon père a tout sacrifié pour l'argent. Il m'a sacrifié moi. » Le fils prodigue, devenu poignard. Mais la vraie bombe, je la gardais pour la fin. Un soir, Lefebvre m'appela depuis sa cellule provisoire privilège des puissants. Élise. Libérez-moi. J'ai des connexions. Vous aurez tout, argent, pouvoir. Tout? Comme Antoine? Silence. Puis, c'était Duval. Pas moi. Menteur. J'avais les signatures. Adieu, monsieur. Je raccrochai, composai le numéro de Marco tracé jusqu'à un café lyonnais. Où es-tu? Élise? Putain, t'as vu le bordel? C'est toi, hein? Oui. Et toi, tes complices. Rendez-vous. Paris. Demain. Ou j'envoie le reste à la police. Il accepta, voix brisée. Rendez-vous au Pont des Arts, là où Antoine avait sauté. Ironie cruelle. Le lendemain, la scène charriait des glaces naissantes, un miroir brisé sous le ciel gris. Marc arriva, manteau usé, barbe de 3 jours. Quoi encore? T'as gagné, salope. Pas encore. Confesse. Pour Antoine. Enregistré. Il rit, amer. Confesse? Pourquoi? Un gosse naïf qui a signé sans lire? Je sortis le revolver, celui de son appartement, subtilisé lors de notre dernière rencontre. Confesse, ou je tire. Ici, où il est mort. Ses yeux s'écarquillèrent. T'es folle. Peut-être. Appuie sur record. Il parla, voix chevrotante, aveu sur vélo vert, sur les pressions, sur les suicides accidentels. Puis, comme il finissait, son téléphone sonna, Lefebvre, depuis la prison. Duval. C'est elle. La Moreau. Elle nous vend. Marc se figea. Quoi? Je tirai. Pas en lui ou dans l'air, un coup de semonce qui fit hurler les pigeons. Panique, il s'enfuit, trébuchant sur les cadenas d'amour rouillés. Je gardai l'enregistrement. La boucle se resserrait. Ce soir-là, ma mère rappela. Élise? Les journaux. Ton patron. C'est toi. Oui, maman. Silence long. Puis, reviens à la maison. On recommence. Sans vengeance. Recommencer. Le mot me terrassa. J'achetai un billet pour la Bourgogne, mais pas avant le coup final. Décembre enveloppa Paris d'un manteau blanc et sale, les fêtes de fin d'année masquant les ruines sous des guirlandes criardes.
Lumière Capital n'était plus qu'un cadavre, liquidation judiciaire, Lefebvre en détention provisoire à Fresnes, attendant un procès pour blanchiment et abus de biens sociaux. Isabelle avait divorcé, empochant la moitié nettoyée par mes preuves. Thibault? Parti à New York, bourse en poche, loin du poison paternel. Marc, lui, s'était rendu, arrêté à Lyon, confessant tout, y compris pour Antoine. Homicide involontaire par négligence, plaidat-il. 10 ans, minimum. Moi? J'étais l'invisible. Pas de gloire, pas de médaille. Juste un dossier anonyme envoyé au procureur, avec tous les enregistrements. La presse titra « Le scandale Lumière, une assistante au cœur du complot ». Mais personne ne creusa, j'étais la source, pas l'héroïne. Parfait. Le dernier appel de Lefebvre vint une veille de Noël, via son avocat. Élise Moreau. Vous avez gagné. Mais le pouvoir. Il vous ronge. Vous n'êtes plus la même. Non. Je suis pire. Joyeuse fête. Je raccrochais, un sourire froid aux lèvres. Pire? Peut-être. Mais libéré. Ma mère m'attendait à la gare de Dijon, écharpe au vent, yeux humides. Ma fille. Rentrons. Le train filait à travers les vignes nues, un paysage de renaissance. Chez elle, dans la petite maison de pierre, on alluma un feu de cheminée. Pas de mots sur la vengeance, juste des silences complices, des rires sur des souvenirs. Tu vas ouvrir la librairie, demanda-t-elle. Oui. Et peut-être écrire. Sur les ombres qu'on porte. Elle hocha la tête. Antoine serait fier. Fier. Le mot cicatrisa une plaie. Paris s'effaçait derrière moi, une ville de fantômes. J'avais joué à la secrétaire, j'avais gagné le jeu. Mais le vrai prix? Mon âme, un peu ébréchée, mais entière. Pourtant, des nuits, le doute me réveille, et si j'avais pu pardonner? Et si la justice n'était qu'un autre mensonge? Non. J'ai rendu œil pour œil, et le monde tourne, un peu plus juste. Ou pas. C'est le drame de l'humain, on avance, traînant nos chaînes, vers un horizon incertain.